Tu vois, de 110 mètres d'altitude, on a une belle vue sur Paris déjà. Tu as fait ta première plongée à l'âge de 6 ans, tu te rappelles? Je m'en souviens pas, mais je me souviens des premières plongées. Et depuis, on a fait des choses. Beaucoup de choses se sont passées. 50 ans. Avec Calypso, avec Alcyone, avec la plongée à saturation, les plongées dans le monde entier. Et c'est ça qu'on va montrer dans une série de 100 films à la télévision. Je voudrais t'expliquer pourquoi je suis venu ici. Hein? Viens avec moi. La plongée à saturation, c'est au fond de pouvoir rester au fond suffisamment longtemps pour ne pas avoir à être ennuyé par la décompression. Pour travailler efficacement au fond de la mer, il faut pouvoir y rester, donc avoir une maison. Et Précontinent 3, justement, se trouvait à cette distance que nous parcourons dans l'ascenseur de la Tour Eiffel, cette distance de la surface. C'était formidablement impressionnant. 110 mètres. Et depuis, on a amélioré ça, puisqu'on a été jusqu'à 550 mètres en caisson hydropneumatique en 1972. Et depuis, il y a même des plongeurs industriels qui ont réussi à travailler à 700 mètres. C'est-à-dire à plus de 2 fois la hauteur de la Tour Eiffel. Des visions et des sons insolites annoncent le début d'une aventure spatiale. Une expédition menée par le commandant Jacques-Yves Cousteau à la découverte d'un espace vivant, l'espace intérieur de la mer. Nous descendrons vers un avenir inexploré, vers des régions interdites et hostiles, où des hommes risquent leur vie pour une promesse de richesse et de beauté qui met le feu aux rêves les plus fous. Mer de toute vie, qui palpite en sculptant des montagnes. Un univers hors du temps, âpre, rude, insondable. L'homme vient à la mer pour bien des raisons, pour jouer, pour piller, pour prier, pour apprendre. Certains se conduisent avec la mer en amoureux sensibles, recherchant ardemment une intimité totale avec l'élément qui a enfanté la vie. Toute ma vie, j'ai été poussé par une insatiable curiosité, et la découverte m'apporte toujours de grandes joies esthétiques ou spirituelles. Mais je pense aussi que ce sera le privilège des hommes de notre époque de pénétrer dans ce domaine inconnu et de l'utiliser tout en le protégeant. En 1962 et 1963, Cousteau a inauguré la plongée à saturation avec Précontinent 1 et 2. Les premières colonies humaines sur le fond marin, revendiquant pour l'homme de nouveaux territoires. La plateforme continentale qui s'étend de la côte à la zone où le fond atteint 180 mètres. Une partie de l'expérience Précontinent 2, qui a duré 1 mois, ont tous s'est déroulé dans une maison sous-marine située à 30 mètres de profondeur. 2 hommes y ont vécu et y ont plongé pendant 7 jours. Mais Cousteau songe déjà à l'étape suivante, une colonie à 100 mètres de profondeur.
bien loin de notre monde où luit le soleil et où souffle le vent. Au musée océanographique de Monaco, Cousteau réunit la prochaine équipe de pionniers de la vie sous-marine, les futurs océanautes. 6 des plus expérimentés de nos plongeurs vont tenter de vivre à des profondeurs beaucoup plus grandes qu'auparavant. À la tête de l'équipe, l'ingénieur André Laban, le doyen, avec ses 37 ans. Christian Bonici, 29 ans, technicien rude et astucieux. Yves Omer, 24 ans, vif et enthousiaste. Raymond Coll, 27 ans, détendu, tranquille, sûr. À la caméra, mon fils Philippe, 25 ans, qui plonge depuis l'âge de 4 ans. Jacques Rollet, 28 ans, le physicien, responsable des expériences scientifiques. Ces hommes vont vivre à 100 mètres de profondeur et travailler à 120 mètres dans un monde froid, silencieux, perpétuellement sombre. La planète d'acier qui hébergera les 6 océanautes est presque achevée au printemps 1965. Le projet Précontinent 3, baptisé Conshelf 3 en anglais, est partiellement financé par la National Geographic Society. La sphère métallique de 7 mètres de diamètre est une maison à 2 étages. Au niveau supérieur, une salle de séjour spacieuse avec un coin cuisine, une salle à manger et un laboratoire. Là, il y a un climatiseur et un gros congélateur. Un escalier en spirale mène au sas d'entrée par où passent les plongeurs et dont la porte donne directement dans la mer. Bien des équipements sont concentrés dans cette zone. Pompes, purificateurs, compresseurs, douches chaudes, toilettes. Des caméras de télévision surveillent les océanautes partout, sauf dans leur couchette où leur intimité est préservée. Le baptême de la sphère par Madame Cousteau reflète les traditions de l'Antiquité lorsque les hommes suppliaient leurs dieux de les protéger de la mer. En route vers l'inconnu, même les corps athlétiques des océanautes s'intégreront à leur quête du savoir. Grâce à des examens méthodiques, les médecins disposent de dossiers complets sur chaque homme. C'est ainsi que la science pourra déceler les modifications éventuelles infligées à leurs organes vitaux par leur nouvel environnement. Bien que tous soient des plongeurs expérimentés, Cousteau ne laisse rien au hasard. Tous les jours, il envoie les océanautes en mer pour qu'ils se préparent à l'épreuve qui les attend. Même leurs plongées d'entraînement sont filmées. Ils s'entraînent à donner leur air à un camarade en détresse jusqu'à ce que cette technique soit parfaitement maîtrisée. Ils accroissent leur capacité pulmonaire et apprennent à descendre jusqu'à 30 mètres au moins en apnée. Deux caissons pressurisés en acier joueront le rôle d'embarcation de sauvetage et seront les seuls moyens de s'échapper de Précontinent 3. Albert Falco, expert en sécurité sous-marine, instruit les océanautes de chaque détail d'une éventuelle opération d'évacuation. En cas d'urgence, les hommes pourraient gagner rapidement la surface à l'intérieur de ces caissons hermétiques où la pression resterait celle de leur maison sous-marine. Si cette pression n'était pas maintenue, des bulles de gaz s'accumuleraient dans leur sang et les tueraient instantanément par embolie gazeuse. Cousteau dirige maintenant les derniers préparatifs.
La maison sous-marine contiendra les provisions nécessaires pour 3 semaines. Des aliments surgelés, faciles à identifier grâce à un code couleur, fourniront 12 variétés de repas. Ça, l'apnée, ça arrive. 1400 sacs pesant chacun 25 kilos sont vidés dans la base de la sphère. Ce sont 35 tonnes de billes d'acier qui vont maintenir la maison sur le fond de l'océan et que l'on larguera quand il sera temps de remonter. Eh ben, t'as vu? 17 septembre 1965. Au bout de 2 ans de rêves, de projets, de travaux, Précontinent 3 est prête. Le panneau supérieur est fermé hermétiquement. L'air contenu par la sphère a été remplacé par un mélange d'hélium et d'oxygène plus léger. Le sas inférieur est ouvert. Avant d'entrer, les océanautes se remplissent les poumons d'oxygène afin d'éliminer les traces d'azote dont les effets pourraient être néfastes. La porte de la maison sous-marine est à 5 mètres en dessous de la surface. C'est en accroissant la pression à l'intérieur de la sphère qu'on a empêché l'eau de monter par le sas. Je ne résiste pas à l'envie de rendre une dernière visite aux océanautes. Ces jeunes gens sont impatients de vivre leur aventure par eux-mêmes. Fiers et tristes à la fois, je me rends compte que je n'appartiens plus à la même génération. Au revoir et bonne chance. Précontinent 3, encore amarré à Monaco, fait son premier voyage vertical. À l'intérieur de la sphère métallique, la pression augmente afin d'égaler celle de l'eau à plus de 100 mètres de profondeur. Les panneaux isolants se contractent sous l'effet de la pression. Laban informe des dégâts l'équipe à terre. La réparation sera faite avec les moyens du bord. À la tombée de la nuit, cela fait déjà 8 heures que les océanautes sont enfermés dans leur nouvelle maison. Leur atmosphère atteint 11 fois la pression de l'atmosphère terrestre. Précontinent 3 est prêt à partir. Les câbles d'alimentation en électricité et de communication par téléphone et par informatique relient la sphère au bateau qui va la remorquer. On va franchir les passes maintenant. Ils ont un peu la voix de Donald. Il faudra plusieurs jours pour que les océanautes se comprennent. L'hélium modifie les vibrations des cordes vocales, d'où cette sonorité bizarre. À l'aube, le convoi atteint son but, le Cap Ferrat, à 7000 à l'ouest de Monaco. Un journaliste demande à Simone Cousteau si elle s'inquiète pour son fils Philippe, enfermé dans la sphère métallique. Madame Cousteau répond « J'ai 6 fils là-dedans, monsieur, et je pense à eux tous. » Attention, vous allez embarquer dans le Zodiac. Préparez-vous à prendre les amarres. L'équipe Cousteau a encore une longue journée de travail devant elle avant que les océanautes soient en sécurité au fond.
Cet énorme sac en néoprène contient 9 tonnes d'eau douce pour la station sous-marine. Il s'arrondit comme une baleine, semblant se rebeller contre les plongeurs qui tentent de l'assujettir à un câble lesté. Quand on a besoin de lui, Falco, l'expert en sécurité, ne prend pas le temps de s'équiper de bouteilles de plongée. Avec son aide, les hommes arrivent enfin à arrimer à la sphère l'outre géante. L'équipe Cousteau déploie un surcroît d'énergie. La météo marine prévoit sur cette portion de côte des coups de vent saisonniers. Il n'y a pas de temps à perdre. Une ligne de bouées jaunes se déroule sur 500 mètres du rivage du Cap Ferrat au site choisi pour l'expérience précontinent. Les équipiers l'appellent le monstre du Loch Ness. C'est le cordon ombilical des océanautes. Un ensemble de câbles assurant les liaisons et l'approvisionnement en électricité, lien unique et vital avec le monde de la surface. Les 2 premières expériences, Précontinent 1 et 2, m'ont convaincu qu'en raison de la dépense et des dangers encourus, il ne fallait pas que les installations sous-marines habitées dépendent de bateaux en surface. Puisque nous ne savons pas encore comment trancher complètement le cordon ombilical, nous trouvons plus sûr de le rattacher fermement à la Terre. Dans une obscurité croissante, les câbles sont branchés à la maison sous la mer et toutes les connexions sont vérifiées plusieurs fois. Les pieds qui soutiennent la maison sont réglés pour qu'elle soit de niveau sur l'emplacement irrégulier où elle va être installée. Tout est prêt. À minuit, Précontinent 3 entreprend son voyage vertical vers un espace à conquérir. Bien qu'ils ne puissent pas faire la différence entre le jour et la nuit, les océanautes suivront un horaire normal. Ils apprendront à oublier l'œil de la caméra de télévision qui les suit en permanence. Dans le phare du Cap Ferrat, des hommes dévoués assureront une permanence 24 heures sur 24, maintenant le contact avec leurs camarades isolés au fond de l'eau. Le commandant Cousteau et sa femme assurent le premier tour de garde. L'eau est à une température de 13 degrés. Rien de dangereux pour des plongées normales. Mais l'hélium respiré abaisse de beaucoup la température du corps, à tel point que dans de l'eau à 13 degrés, un plongeur respirant de l'hélium sans protection particulière se trouve aussi exposé qu'un homme nu au pôle Nord. Il risque de mourir de froid. Yves Omer et les autres océanautes porteront un gilet spécial garni de billes incompressibles qui contiennent de l'air à la pression atmosphérique. Ces gilets garantissent le maintien d'une chaleur essentielle au niveau du cœur, des poumons et d'autres organes vitaux. Ils sont portés en sandwich entre 2 tenues de plongée en caoutchouc mousse double épaisseur. Si l'océanaute perd ses moyens, un laisse de ceinture particulièrement lourd assure sa sécurité en le maintenant au fond, car une remontée à la surface par flottabilité naturelle le tuerait en raison d'une décompression trop brutale. Les tribouteilles d'héliox, un mélange d'hélium et d'oxygène, ne serviront qu'en cas d'urgence. À cette profondeur, elles ne permettraient la survie que pendant 3 ou 4 minutes. Pour travailler au dehors pendant 1 heure avec des bouteilles d'héliox, il faudrait qu'elles aient la taille d'une automobile. En temps normal, des compresseurs fournissent l'héliox aux plongeurs par des tuyaux reliés à la maison. Le gaz exhalé est récupéré, purifié et réutilisé. Animés d'une impatience juvénile, les océanautes se lancent enfin dans la grande aventure, relevant un défi inouï. Philippe Cousteau écrit dans son journal:
Dès que je me suis dégagé de cette structure de métal, une chose me frappe. L'absence de surface, une absence totale que je sens au fond de mon cœur. La nuit, le froid. Le faisceau de ma lampe se termine dans le néant dans toutes les directions, excepté sur le fond gris et plat. Les tuyaux de notre nouveau système respiratoire se tordent comme des serpents. Nous nous habituerons, mais pour l'instant, ils se prennent au rocher ou s'embrouillent. Par-dessus tout, l'absence de bulles. Depuis 20 ans que je plonge, j'étais habitué aux bulles. Les bulles qui signifient la vie, la joie, une bruyante poésie. Maintenant, la poésie est partout, mais silencieuse, dure, et à cet instant, hostile. Cette première plongée est une rupture avec le passé, triste et magnifique à la fois. Il faut réapprendre à plonger. Ce sont nos tuyaux qui ont remplacé les bulles, le fond qui remplace la surface. La nuit devient notre jour. Je dois chercher une aide nouvelle pour lutter contre le froid et oublier ma peur. Une unique balise signale le poste avancé des profondeurs. Au fond, dans Précontinent 3, une nouvelle journée commence. Les océanautes se sont accoutumés à leur environnement bizarre. Bien qu'ils ne soient pas sensibles à la pression, d'innombrables détails la mettent en évidence. L'eau pour le café du petit déjeuner ne bout pas, même à une température de 300 degrés, parce que l'hélium a la propriété de diffuser la chaleur. Il est impossible de fumer. Le tabac ne reste pas allumé. Les hommes de l'équipe vivent dans des conditions que personne n'a jamais subies avant eux. Les océanautes sont aussi des cobayes pour les scientifiques. Ils sont examinés quotidiennement. Et on amasse des montagnes de données sur le fonctionnement de l'organisme humain soumis à une pression de 11 atmosphères. Des échantillons prélevés sur différentes parties du corps sont envoyés en surface et analysés sur le plan bactériologique. Mes camarades vivent sur une planète submergée, trop profonde pour être explorée en plongée autonome. Pour leur rendre visite, nous devons être protégés contre la pression. Aussi souvent que possible, je descends avec Falco dans notre sous-marin biplace, la soucoupe plongeante. André Laban, qui dirige le groupe des océanautes, a compté parmi ses principaux concepteurs. La soucoupe a fait plus de 400 plongées en 8 ans, la plupart du temps à 300 mètres de profondeur. Pendant la nuit, Laban a entendu des bruits bizarres. La sphère est perchée au bord d'un précipice. Inquiet à l'idée de la voir glisser, il cherche l'origine des bruits mystérieux. J'ai l'impression bizarre que nos amis les océanautes sont devenus des spécimens dans un aquarium, isolés de nous par une vitre épaisse.
Nous sommes proches d'eux dans l'espace, mais la différence de pression nous sépare. La seule main amicale que nous puissions leur tendre, c'est la froide griffe d'acier de la soucoupe. Après inspection, Laban est rassuré, la sphère ne glisse pas. Les bruits inquiétants resteront un mystère. Comme ceux qui aiment la nature, Cousteau et ses collègues sont préoccupés par la contamination des ressources terrestres. Des échantillons sont prélevés au fond par les océanautes et envoyés en surface, où l'on analysera leur taux de radioactivité. Cousteau s'inquiète des essais atomiques et du rejet incontrôlé des déchets nucléaires qui risquent d'empoisonner la mer à tout jamais. Surgelés à moins 40 degrés, les repas des océanautes mettent 24 heures à dégeler. Raymond Coll met le déjeuner du lendemain au réfrigérateur et y prend le paquet prévu pour aujourd'hui. Il n'est pas question de faire la cuisine. Sous une pression de 11 atmosphères, les émanations produites seraient toxiques. Les repas préparés à l'avance par Air France sont seulement réchauffés par micro-ondes. Le chef parisien qui s'est chargé de cuisiner ses plats serait déçu d'apprendre qu'il a déployé ses talents en pure perte. Les océanautes mangent de bon appétit, mais ils ne peuvent savourer leur nourriture parce que l'hélium, entre autres mauvais tours, amoindrit le goût et l'odorat. Ils inondent leurs aliments de ketchup. Mais pour Coll, le caviar reste le caviar, hélium ou pas. Grâce aux assiettes en papier et aux gobelets à jeter, pas de problème de vaisselle. Tous les restes seront envoyés à terre pour y être analysés par des diététiciens qui évaluent la quantité de calories absorbées par les océanautes. Pendant des milliers d'années, les hommes ont jeté leurs détritus dans l'océan. Aujourd'hui, des hommes qui vivent dans l'océan envoient leurs déchets en surface. C'est la revanche de la mer. Malgré l'absence de contact direct avec les habitants des profondeurs, l'équipe Cousteau assure une liaison et un ravitaillement réguliers. Tous les jours, des cocottes minutes descendent avec du courrier, des journaux, de la pellicule, des pièces détachées, du pain, des fruits et des légumes frais. On va envoyer les cocottes. Fermé. Bon, le sac a basculé. Le terminus supérieur de ce monte-charge de 100 mètres de haut est ancré à 10 mètres en dessous de la surface pour éviter toute collision avec les bateaux de passage. Les bouteilles en plastique personnalisées remonteront dans 24 heures avec des échantillons d'urine destinés à l'analyse. Plus tard, la deuxième livraison du jour arrive à Précontinent 3. Pour faire descendre le monte-charge, on laisse de l'eau pénétrer dans le cylindre. Pour le faire remonter, les océanautes chassent l'eau à l'aide d'air comprimé et le cylindre s'élève. Une ancre de 7 tonnes amarre le câble de guidage au fond de la mer. La lourde cocotte force le plongeur à marcher au lieu de nager et des nuages de boue montent du fond. Mais cela aussi fait partie de l'expérience précontinent. Il s'agit de déterminer si les océanautes peuvent effectuer des travaux manuels pénibles.
Pour ouvrir la cocotte, il faut d'abord augmenter la pression intérieure de façon à égaler les 11 atmosphères de la maison. Pour les 6 hommes rassemblés dans une boule métallique de moins de 6 mètres de diamètre, tous les arrivages sont une vraie fête. De quoi manger, du linge propre et un paquet inattendu. Ce cadeau épineux provient d'une amie qui a pensé qu'une plante verte égayerait leur maison. Dans l'obscurité perpétuelle qui règne autour de la sphère, Philippe Cousteau braque sa caméra sous-marine sur une expérience insolite. Utilisant un appareil qui ressemble à une machine à sous et qui distribue des billes dans une série de casiers, le physicien Jacques Rollet étudie la façon dont elles se dispersent afin d'élucider les lois qui régissent les turbulences et la diffusion des substances polluantes dans les profondeurs marines. La mer abrite une faune et une flore abondantes, mais aucune plante ne peut pousser là où le soleil ne pénètre pas. Quand on voit en profondeur quelque chose qui ressemble à de la végétation, il s'agit en fait de colonies d'animaux microscopiques. Mais dans les zones obscures dérive une multitude de spores végétales, et Cousteau se demande si en introduisant un éclairage artificiel, la photosynthèse, processus vital fondamental, peut être provoquée dans les couches profondes où elle ne se produit pas naturellement. Jacques Rollet a disposé une lampe puissante au-dessus d'une serre sous-marine en plastique. Les échantillons prélevés dans la boîte éclairée révèlent, lors d'une analyse en laboratoire, une quantité de matière organique bien supérieure à ce qu'on observe dans l'eau non éclairée. Les conclusions de cette expérience sont claires. En introduisant la lumière solaire à une centaine de mètres, grâce à des fibres optiques, il serait possible de fertiliser les fonds marins à une profondeur bien plus grande qu'on ne le pensait auparavant. En augmentant la production de plancton végétal, base de la chaîne alimentaire marine, nous pourrions peut-être procurer à l'humanité des ressources alimentaires considérables. Le 1er octobre, le commandant Cousteau convoque une conférence de presse et invite les journalistes à écouter une conversation historique. Nous appelons Syllab 2, base sous-marine américaine dans le Pacifique. L'astronaute Scott Carpenter a participé à l'expérience. De retour à la surface, il participe à la conversation. Félicitations pour votre mission formidable. Les océanautes utilisent un sac rempli de néon pour essayer de corriger la déformation de leur voix due à l'hélium, mais sans grand résultat. À 61 mètres de fond, un plongeur américain de Syllab parle français. Laban et Philippe Cousteau parlent anglais. Mais des deux côtés, l'hélium nuit à la compréhension et personne n'est sûr du langage employé par son interlocuteur. C'est ainsi que se déroule la première conférence des Océans Unis. La tâche la plus cruciale des océanautes consiste à contrôler leur propre atmosphère. Leur mélange respiratoire ne contient que 2% d'oxygène, mais à une pression 10 fois supérieure à la normale, cela correspond à la quantité présente dans l'air en surface. Plusieurs fois par jour, Rollet mesure la composition des gaz respirés. La moindre erreur pourrait être fatale. Pour compléter le travail de Rollet, des relevés automatiques sortent nuit et jour de la mer, montent la falaise et s'inscrivent dans les appareils du poste d'intervention du phare, au Cap Ferrat. De là,
Les données sont transmises au musée océanographique de Monaco où une batterie d'ordinateurs enregistre et analyse des centaines d'unités d'information par seconde. Des kilomètres de bande, des montagnes de cartes perforées vont occuper l'équipe Cousteau pendant des mois, dressant le bilan de la vie de toute une équipe au fond de la mer. Allô, précontinent. Mais les données informatiques ne suffisent pas pour rassurer une jeune mariée séparée pour la première fois de son époux. Madame Rollet préfère le vidéophone. Jacques, c'est Françoise. Comment vas-tu? Des tests d'intelligence étudient les modifications des facultés mentales sous l'effet de la pression et du mélange respiratoire inhabituel. Par 100 mètres de fond, les océanautes ont des quotients intellectuels plus élevés qu'avant le début de l'épreuve. Personne ne sait pourquoi. Un psychologue attribue cette apparente amélioration à leur motivation et à leur concentration. Aujourd'hui, André Laban prend le premier quart. Ouvert à toute heure, le sas de plongée est le premier rendez-vous du menu fretin. Le plancton, les poissons d'argent, les crevettes, les petits calmars sont attirés par la lumière venue éclairer leur monde ténébreux. Laban note dans son journal « Ces poissons qui nous rendent visite ne vivent qu'en eau profonde. Je ne les ai jamais vus auparavant. Ils sont excellents. Tout ce qui vient de la mer est bon. Bien meilleur que la fade nourriture surgelée que nous consommons habituellement. Dommage qu'il soit si compliqué de quitter la maison et de se mettre à l'eau. J'aimerais bien plonger tout de suite pour le plaisir. Comme ce serait passionnant de passer des heures dans l'eau, de voir le fond de l'océan vivant. C'est la première fois que je vois un poisson Saint-Pierre aussi familier. Est-il venu à cause de moi, à cause de la lumière, à cause de l'hélium? Ça me plaît, je l'aime bien. Temps, le pire que la Côte d'Azur ait connu depuis des années a empêché jusqu'ici Cousteau de descendre l'équipement destiné à la tâche principale des océanautes. Dans le calme perpétuel des grands fonds, les hommes mettent à profit ce contretemps pour avancer dans leur travail. Des millions de barils de pétrole viennent du fond de la mer, extraits par des procédés assez similaires aux techniques employées à terre. Mais si l'on trouve du pétrole à plus de 80 mètres de fond, on renonce souvent à l'exploiter parce qu'en plongée classique, ce n'est pas rentable à de telles profondeurs. Les plongeurs ne peuvent rester que quelques minutes alors que le travail prend des heures. Les océanautes vont essayer de réparer une tête de puits pétrolier factice à 110 mètres sous la surface. Une simple bouée remplace tout le système de grues et d'amarres nécessaires pour l'entretien des puits de pétrole à terre. Elle sert de plateforme à partir de laquelle on peut descendre de lourds outils dans la tête de puits. 3 des plongeurs ont été préparés pendant des mois à se familiariser avec l'entretien et les réparations de ce que les pétroliers appellent un arbre de Noël. Aussi mobiles que des oiseaux, ces ouvriers des profondeurs travaillent vite. Pour les océanautes, cette tâche simulée est une course contre la montre. Grâce à la télévision en circuit fermé, des ingénieurs de l'Institut français du pétrole minutent chacun de leurs gestes. Si les hommes de Cousteau réussissent,
Ce sera un bond en avant fantastique dans les activités économiques de l'homme au fond de la mer. La tête de puits est ici soumise à une pression de 120 kg par centimètre carré, exercée par de l'air comprimé et non par du pétrole, mais tout aussi dangereuse. Une petite erreur pourrait avoir des conséquences désastreuses. L'équipe sous-marine doit d'abord assurer l'étanchéité du puits avant de pouvoir changer certaines pièces vitales de la vanne maîtresse. Je les vois très bien sur l'écran et je crois qu'ils ont réussi à mettre le plug en place. Ils se frottent les mains, ils vont rentrer, je pense. Le bouchon est posé, la tête de puits a été étanchée. Satisfaits de cette première réussite, les océanautes passent à la dernière étape. Ils achèveront leur besogne en 45 minutes, vitesse équivalente à celle de la plupart des équipes de spécialistes à terre. Aujourd'hui, ils ont passé presque 5 heures dans l'eau. Le froid les endolorit. Des bulles s'échappent de leurs lèvres trop engourdies pour retenir l'embout. Ces courageux jeunes gens ont fait de Précontinent 3 un succès complet, en dépit de souffrances qu'ils ont subies sans se plaindre. Quand je vois les rides douloureuses que le froid a gravées sur leur visage, je suis heureux de leur dire que le moment du retour est arrivé. Près de l'arbre de Noël, un océanaute dit au revoir à une petite créature qui lui a tenu compagnie pendant 3 semaines. Les poulpes ressemblent aux chats. Ils aiment qu'on les cajole. Lorsqu'ils rassemblent leur équipement et nettoient le labo qui leur est devenu familier, les océanautes n'ont pas vu le soleil depuis 27 jours. Le dernier océanaute à rentrer ferme la porte extérieure. Seule la caméra de la soucoupe plongeante assiste à la partie la plus dangereuse de l'aventure. Les océanautes vont ramener Précontinent 3 à la surface sans aide extérieure. La sphère doit être fermée de façon absolument étanche. Alors que la porte est restée ouverte pendant des semaines, maintenant, la moindre fuite pourrait entraîner une catastrophe. Un protocole de vérification de 2 heures contrôle chaque étape de la procédure complexe du retour. « 35 tours de cette manivelle doivent assurer le largage du lest métallique. Il tombe en effet, dispersant les poissons et soulevant des tourbillons de boue. Mais la maison tient bon, à croire qu'elle a pris racine au fond de l'océan. Laban discute avec Cousteau de la marche à suivre. Précontinent 3 a 2 heures de retard. Sur le rivage, les amis anxieux en sont réduits à des spéculations sur les problèmes survenus au fond. De l'air comprimé chasse l'eau du ballast extérieur. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Un léger frémissement et le mouvement d'une aiguille sur la jauge de pression annoncent aux océanautes que la remontée vers le jour est enfin amorcée. Mais une fois arrivés en surface, les hommes n'ont pas encore le droit de retrouver le soleil et l'air. Leur épreuve doit durer 3 jours et demi de plus pour assurer une décompression complète.
Le journal de bord de Précontinent notera que dans le port de Monaco, à 11h30 du soir, le 17 octobre 1965, les océanautes ont subi leur premier accident. Bonjour, Bruno. Bonjour, allez. Désormais, il est possible d'effectuer n'importe quel travail, où que ce soit, sur le prolongement des continents, jusqu'à 180 mètres de profondeur. L'ensemble des plateaux continentaux du monde représente un territoire 3 fois plus vaste que les États-Unis d'Amérique. C'est grâce aux jeunes pionniers des expériences précontinents 1, 2 et 3, que nous avons nommés océanautes, que la plongée dite à saturation est entrée dans l'ère industrielle, ayant augmenté les possibilités ainsi que la sécurité de l'exploitation pétrolière offshore. Mais au-delà de l'exploitation des richesses, parfois imaginaires, de la mer, nous commençons à apprendre sa science, son art, sa philosophie et à savoir vivre dans son sein. Les monstres marins que nous allons montrer ont été inventés par les hommes. C'est grâce à des engins de ce genre que se déroule la dernière grande aventure de la planète. L'homme s'est toujours demandé ce qu'il y avait au fond de la mer. Désormais, il peut commencer à apporter des réponses aux questions qu'il se pose. Il a enfin accès à ce monde de ténèbres d'où sont sortis ses plus lointains ancêtres voici plusieurs centaines de millions d'années. La flotte fantastique de ces incroyables machines plongeantes permet aux êtres humains de franchir l'ultime frontière du monde, celle de l'abîme.
Au large de Cabo San Lucas, à la pointe de la Basse-Californie, un des 2 sous-marins miniatures de la Calypso est mis à l'eau. Il est équipé d'une caméra intérieure et d'un magnétophone qui permettent au pilote, notre ami américain Ron Church, de se filmer et de s'enregistrer lui-même au cours d'une plongée à 500 mètres de profondeur, dans une très étroite vallée sous-marine. Le commandant Cousteau l'accompagnera aux commandes de l'autre sous-marin. Ron est parti il y a combien de temps? Il y a 6 minutes, commandant. 6 minutes. Ulysse! Tu viens, Ulysse? Allez. Non, je ne le prends pas. Ah, il a envie. Allez, on va Calculez le télé. L'océan est un monde immense, non seulement inexploré, mais dédaigné. Pour gérer rationnellement ses ressources et le sauver de la pollution et des destructions mécaniques, il faut mieux le connaître. C'est ce que nous essayons de faire grâce à nos engins, que nous appelons familièrement les puces de mer. En surface, un plongeur libère la puce des liens qui la relient à la Calypso. Cousteau, délivré de toute attache avec le monde des hommes, va rejoindre Ron Church pour une plongée profonde. En règle générale, il y a des rassemblements de poissons au bord des canyons. C'est là que je dois retrouver Ron avant de descendre le long de la falaise. Pour filmer ce voyage vertigineux, la puce de Cousteau comporte, outre la caméra intérieure et les 2 caméras extérieures, une caméra sur trépied, fixée sur le dos de l'engin. Celle-là lui permettra de ramener des images des 2 sous-marins à toutes les profondeurs. Les puces prennent position, Cousteau derrière Church. Nous atteignons maintenant la profondeur limite à laquelle un plongeur peut filmer les 2 engins ensemble. Au fur et à mesure que les puces s'enfoncent, elles distancent l'homme qui les accompagnait. I see you. You are 10 meters in front of me. Over. Roger. I will go to the left down slope. Heading northeast. Okay. Profondeur 120 mètres. Cousteau et Ron descendent toujours. Ils vont bientôt quitter ce premier étage de la mer où les animaux fixés sont encore nombreux et ils vont s'enfoncer dans un monde obscur, encore moins connu que la face cachée de la Lune. Ron, I am following you and filming you. You take the lead. Okay, Roger. I'm having a little trouble with the current. So am I, Ron. I'm following you anyway. Okay. À 180 mètres, une surprise au cours de ce voyage dans les grands fonds. Dans un paysage presque totalement aride, une oasis, où les poissons font escale. Nous sommes au seuil de l'inconnu. Ici commencent les mystères qui ont excité et nourri pendant des milliers d'années les rêves des hommes.
Dès 1903, Georges Méliès, le grand pionnier du cinéma, imaginait d'une manière plutôt fantaisiste, mais avec une grande profusion de détails, les merveilles de la mer. Les trésors cachés sous les eaux sont décidément inépuisables. Comme toujours, la mer offre à ceux qui osent y pénétrer, même en esprit, des merveilles réelles plus étonnantes que les beautés imaginaires et même que leurs rêves les plus poétiques. Et voici la réalité à 500 mètres de fond. Dans ce monde de la nuit sans fin, la vision n'importe guère. Ici, certaines créatures sont même aveugles, mais d'autres sens se sont développés, l'ouïe et la perception à grande distance des ondes de pression. À cette profondeur, dans la soucoupe plongeante, je vis un rêve au ralenti. Je glisse le long de la falaise comme si je descendais un escalier interminable sans toucher aux marches. Une chute de sable presque continuelle coule vers le fond de cette vallée sous-marine. Et ces tonnes de sable proviennent de la surface. Nous nous sentons des étrangers ici, mais pleins de curiosité, émerveillés, partagés entre l'appréhension et l'enthousiasme. On prétend qu'au IVe siècle avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand se fit descendre dans la mer, enfermé dans un tonneau de verre. Le tableau date du XVIe siècle. Est-ce vraiment le début de la recherche sous-marine? Ce croquis de Léonard de Vinci représente l'ébauche, d'ailleurs jamais réalisée, d'un scaphandre autonome. Le premier sous-marin capable de naviguer fut mis à l'eau en 1620. Son étanchéité était assurée par du cuir. Il était mu par des rames. Il a évolué dans les eaux de la Tamise à 5 km à l'heure. La Tortue de Bushnell peut être considérée comme le premier submersible militaire. Il était fait avec des morceaux de tonneau. Il fut utilisé sans grand succès par les Américains lors de la guerre de l'indépendance. Pendant tout le XVIIIe siècle, il y eut d'innombrables projets qui prétendaient permettre à l'homme de respirer et de marcher librement au fond de la mer. Avec le Triton, le scaphandrier tenait une boîte étanche dans laquelle était plantée une bougie. Dans l'appareil de l'allemand Klingert, le plongeur était enfermé dans un cylindre métallique depuis la tête jusqu'aux hanches. C'est Augustus Sieb qui, en 1837, réalisera le scaphandre à casque alimenté en air depuis la surface. Mais cet engin présente des inconvénients. Les tuyaux d'air et la corde de sécurité qui limitent le rayon d'action du scaphandrier peuvent se rompre ou s'en mêler. En 1942, une invention allait révolutionner l'exploration sous-marine, le scaphandre autonome. Conçu par le commandant Cousteau et par l'ingénieur Émile Gagnant, le scaphandre autonome avec ses bouteilles d'air et son détendeur automatique a définitivement libéré le plongeur de ses tuyaux et de sa corde dite de sécurité. C'est en 1942, sur la Côte d'Azur, que j'ai expérimenté pour la première fois le scaphandre autonome avec mes amis Frédéric Dumas et Philippe Taillet. À cette époque, nous étions loin de penser que notre vie s'en trouverait bouleversée. Par la suite, nous avons complété et perfectionné l'appareil. Mais pour nous, l'essentiel était de pouvoir nous promener dans la mer, descendre, remonter, nous déplacer sans effort.
Nous sentant libérés de la pesanteur, nous nous déplacions dans l'eau avec une efficacité et une aisance que nul n'avait jusque-là connues. Nous pouvions enfin nager pendant des kilomètres, à travers des pays vierges. Notre corps se découvrait des possibilités nouvelles, et au contact de l'eau, notre peau commençait à apprendre ce que les écailles des poissons savent depuis longtemps. La mer et ses mystères étaient à nous, mais jusqu'à la profondeur de 60 mètres seulement. Au-dessous, c'était toujours le pays de l'ombre, impénétrable, jusqu'aux années 50. Georges Méliès avait imaginé un fond de la mer assez fantaisiste. Il a également réalisé au cinéma un voyage sur la Lune tout aussi pittoresque. Les rêves de Méliès posaient déjà la question « Fallait-il envoyer des hommes sur la Lune ?» Dès la mission Apollo 11 en 1969, de sérieuses polémiques ont été entretenues. Certains savants estimaient qu'il aurait été moins dangereux et moins coûteux d'envoyer sur la Lune des engins inhabités, des robots. Ce n'est pas l'avis du cosmonaute John Glenn. Les instruments ne peuvent mesurer que ce que nous connaissons, a-t-il dit. Seul l'homme a le pouvoir inestimable de vivre, d'interpréter des situations inconnues, d'en tirer des leçons et de prendre des initiatives. Nous avons d'ailleurs là-dessus le témoignage du premier homme ayant mis le pied sur la Lune, Neil Armstrong. Le système d'alunissage automatique nous menait droit sur un cratère, a-t-il raconté. Il nous a fallu nous diriger à vue, recourir aux commandes manuelles pour éviter la catastrophe et atteindre un terrain plat. You're a go to continue power descent. You're a go to continue power descent. Good radar data. We're now in the approach phase. Everything looking good. Then you're a go for landing, over. Roger, understand. Go for landing. Tout au fond de la mer s'étend un immense pays vierge dont la conquête est aussi exaltante que celle de l'espace. Il y a longtemps que les scientifiques font descendre des appareils depuis la surface pour étudier les profondeurs que les plongeurs ne peuvent atteindre. Mais ces instruments sont aveugles. La plupart des recherches effectuées par des navires océanographiques constituent une première approche de ce monde inconnu, mais elles sont limitées, à peu près comme le sont les reconnaissances spatiales réalisées au moyen d'engins inhabités. Je suis convaincu qu'aucun appareil aveugle ne peut remplacer les yeux et l'intelligence de l'homme pour juger un problème. Remonter des échantillons du fond de la mer est une entreprise anecdotique qui relève du hasard. Si des extraterrestres envoyaient une sonde à travers les nuages et pêchaient un chien, auraient-ils le droit d'en tirer des conclusions sur le peuplement de notre planète ? Il fallait donc en venir à l'observation directe des profondeurs. En 1948, le commandant Cousteau était aux côtés du professeur Picard lors des essais du premier bathyscaphe, le FNRS-2, capable de descendre à 4000 mètres.
Cet engin était pour la mer l'équivalent de ce qu'était pour le ciel le ballon stratosphérique, conçu également par Piccard. Les bathyscaphes comprenaient un flotteur rempli d'essence et une coque épaisse pour les passagers. L'un de ces bathyscaphes, le Trieste, devait faire sa dernière plongée en 1960. C'était le 3e appareil du même type. Il permit à Don Walsh et à Jacques, le fils du professeur Piccard, d'atteindre 10 916 mètres dans la fosse des Mariannes, c'est-à-dire la plus grande profondeur océanique. Ce dont nous avions besoin, c'était d'un submersible plus maniable que le bathyscaphe, mais aussi d'un engin, la SP-300, capable d'explorer le plateau continental qui est la zone la plus riche des océans. Avec les ingénieurs André Laban et Jean Mollard, nous avons construit la soucoupe plongeante, le premier sous-marin en forme de disque, sans hélice, d'une conception révolutionnaire. Très miniaturisé, l'appareil devait pouvoir évoluer presque aussi aisément qu'un plongeur et être assez léger pour prendre place à bord de la Calypso. La soucoupe plongeante fut baptisée à Marseille en 1959 en présence du secrétaire d'État à la Marine. Ce fut pour nous une date importante. Nous avions beaucoup et longtemps travaillé dans l'attente de ce jour-là. Nous avons donné à la soucoupe le nom de Denise, la femme de notre ingénieur Jean Mollard. Il fallait prendre grand soin de ne pas endommager notre œuvre, même avec une bouteille de champagne. Une serviette sauva la situation. Avant de mettre la soucoupe à l'eau, nous devons peser chaque objet embarqué pour être en mesure de régler avec précision la flottabilité. C'est aux Caraïbes, au large de la Guadeloupe, que les premiers essais eurent lieu. Le pilote, Albert Falco, pénètre dans le sous-marin miniature. Ce submersible à 2 places, propulsé par réaction, et capable de descendre en toute sécurité à plus de 300 mètres, allait marquer une nouvelle étape de l'exploration sous-marine. Dans la coque épaisse, conçue pour résister aux fortes pressions, Falco et l'ingénieur Mollard sont couchés sur le ventre, l'un à côté de l'autre. Bien à l'abri dans leur coquille d'acier, ils regardent à travers les hublots ce monde dont ils n'avaient visité que les étages supérieurs avec des scaphandres autonomes. Semblable à un étrange crustacé des grands fonds, la soucoupe plongeante s'incline, tourne sur elle-même, montrant pour la première fois à ses passagers un aspect inattendu des paysages marins. Lorsque Denise fit surface, Falco célébra l'événement avec les moyens du bord. Il lança par les tuyères de la soucoupe 2 geysers de 4 mètres de hauteur. C'était bien une étape qui venait d'être franchie. Désormais, la connaissance de la mer profonde, la compréhension de ses lois serait l'objet d'une course entre incroyables machines plongeantes. Dès sa mise en service, la soucoupe a entraîné dans son sillage une flotte hétéroclite de machines plongeantes. La plupart ont été construites par des sociétés privées à des fins très diverses. Citons quelques noms: Star 2, Pisces, Necton, Daube, Ben Franklin, Deep Quest. C'était à l'époque les engins de travail et d'études scientifiques les plus modernes. La Luminote, 15 mètres de long,
un vrai sous-marin, a battu tous les records du monde de profondeur. Il peut descendre jusqu'à 4500 mètres. C'est vraiment un laboratoire de recherche pour grands fonds. Son équipage est de 3 hommes. Et en 1966, la Luminote, avec le concours du sous-marin miniature Alvin de l'Institut Woods Hole, a participé à la récupération de la bombache perdue au large des côtes d'Espagne. Les pinces de la Luminote sont en train de saisir une cible automatique pour avion tombée en mer. Il existe aussi des robots conçus pour exécuter des travaux à grande profondeur. C'est le cas d'Omega, qui est commandé à distance par des câbles et que les techniciens peuvent diriger sous la mer à partir de la surface en suivant toute l'intervention sur un écran de télévision. Omega a reçu pour tâche de couper au chalumeau une chaîne d'encre. Il tâtonne, mais il finit par réussir, car il n'est pas tout à fait aveugle. Pour les techniciens, la caméra de télévision est une extension de l'œil humain. C'est elle qui a permis au robot Robin de filmer l'épave du Titanic en 1987. Le Beaver transporte plusieurs plongeurs qui peuvent sortir par un sas. Il est donc conçu comme base submersible pour effectuer des travaux sur le fond de la mer. Le chef pilote, Joey Thompson, prépare le Beaver en vue d'une plongée. L'engin est d'abord solidement ancré juste au-dessus du chantier, tandis que les plongeurs passent dans le sas de sortie. Closing hatch. Pour s'assurer que tout se passe bien, Thompson surveille par le hublot le départ des plongeurs. De longs tuyaux d'air les relient au sous-marin. Si le Beaver doit être soigneusement ancré au fond, c'est parce que son poids diminuant, il pourrait remonter et entraîner les plongeurs. L'utilisation d'un sous-marin de ce genre rend possible un très large éventail de travaux. C'est un bon instrument pour les recherches océanographiques, pour le ramassage d'échantillons, mais aussi il peut permettre des constructions sous-marines ou des opérations d'assemblage et d'entretien. Une fois le travail accompli, les plongeurs retournent vers le sous-marin. Nous ne sommes encore qu'au début des machines plongeantes. C'est la période expérimentale. L'exploration sous-marine peut être encore comparée à ce qu'était l'aviation au temps de Blériot. Le Beaver présente un autre intérêt capital pour l'avenir. Il a la possibilité de s'amarrer à une base sous-marine pour assurer le retour des plongeurs à la pression normale et à l'abri de l'eau. Pour la première fois dans l'histoire, une machine plongeante se fixe automatiquement, sans aucun secours extérieur, à une habitation sous-marine. C'est une opération aussi délicate que l'amarrage de 2 engins spatiaux. Et voici le moment décisif. La jupe de liaison est assujettie au sommet de cette station construite au fond de la mer. Un exploit que ni Georges Méliès, ni même Jules Verne n'avaient prévu. Joey Thompson profite d'un congé pour venir à bord de la Calypso au large de Cabo San Lucas pour s'initier à une expérience sous-marine qui est nouvelle pour lui. Joey, habitué aux dimensions respectables du Beaver, se réjouit de connaître le maniement de véritables sous-marins miniatures comme le sont les puces.
Les deux puces de la Calypso sont dérivées directement de notre première soucoupe plongeante. Elles sont plus petites, plus légères et plus rapides que Denise, et elles descendent 2 fois plus bas. Leur équipement comprend des magnétophones, des caméras intérieures et extérieures. À l'avant, nous avons cette batterie de puissants projecteurs. Pour cinéma sous-marin? Oui, et alors la caméra de cinématographie est protégée contre les chocs à l'intérieur. Puis nous avons les commandes hydrauliques des tuyères des jets qui tournent dans n'importe quelle direction. Et alors de chaque côté de la puce, nous avons les bacs à batterie, accumulateurs, qui sont compensés par un système d'huile de façon à résister à la pression. Maintenant on va passer à l'intérieur. Je sais que vous avez étudié les dessins, les schémas. Oui, commandant. Mais on va regarder en vraie grandeur. Ici à droite vous avez le téléphone par sonar. Puis sur l'avant un panneau électrique qui permet de switcher les lampes et les caméras. Alors Joe, sous le tableau électrique, il y a le système de repérage d'une puce par l'autre au moyen des bips. Joey est maintenant tout à fait au courant. André Laban va l'accompagner pour une plongée d'entraînement. Laban dans la puce numéro 1, Thompson dans la puce numéro 2. Il est 9 h du matin. Tout est prêt pour la première plongée de Joey. So you're okay? Yes. Ah, good. Good, Michel. I see you on the bottom. Okay, André. Bye. Bye-bye. Ça m'a de la... Oui, oui. Attends, t'es en train Oui. Gaston, je t'entends, je t'entends. Pendant les préparatifs de mise à l'eau, Joey règle la caméra dans la cabine où il n'y a pas beaucoup de place. Nos puces sont plus légères que Denise. Elles sont plus faciles à manier lors de la mise à l'eau et de la récupération. Puisque nous avons 2 sous-marins à bord, on peut espérer que si l'un était en difficulté, l'autre pourrait venir à son secours. Il est convenu que lorsque Laban sera parvenu à 60 mètres environ de la surface, il larguera son lest. Un plongeur, qui est aussi un instructeur, s'est mis à cheval sur la puce de Thompson afin de surveiller cette descente à faible profondeur. Parvenu au fond, il demande par signe à Joey d'allumer ses projecteurs de prise de vue, de faire tourner ses tuyères, puis d'actionner sa pompe à mercure pour faire à la puce une révérence. Pour finir, Joey doit faire pivoter son engin dans le sens des aiguilles d'une montre, puis se mettre en route. Ainsi, un plongeur américain s'est joint une fois de plus, au moins temporairement, à l'équipe française. Une puce peut-elle vraiment en secourir une autre? C'était toute la question. Les puces avaient été conçues à l'origine dans cette intention. Le moment est venu de les mettre à l'épreuve. Le canyon sous-marin au large de Cabo San Lucas, en Basse-Californie, est profond et étroit avec des falaises escarpées, des balcons, des grottes. C'est l'endroit idéal pour une opération de secours particulièrement difficile. Never made a Joey Thompson tenait beaucoup à y prendre part.
But the interesting part seems to be here. That's where... Au petit carré de la Calypso, Cousteau, Thompson et Laban discutent des conditions dans lesquelles cette tentative sera faite. En eau profonde, demande Thompson. Oui, en eau profonde, répond Cousteau. L'expérience aura lieu demain. Le rôle de Thompson est de se cacher dans une grotte et de simuler une panne de moteur. La Calypso devra localiser la puce immobilisée et la secourir. Pour cette opération, on utilisera uniquement les caméras extérieures et intérieures du petit sous-marin. Calypso, mini sub 1. I am going down to 60 meters. Over. 60 meters. Rogers. Joey n'est encore qu'à 120 mètres. Il descend toujours. L'épreuve doit avoir lieu beaucoup plus bas. Calypso. I am 130 Moins 130 mètres de fond, le long du mur du canyon, annonce Thompson. You are in the canyon, depth 130 meters. Bien reçu. Calypso, calling mini-sub 1. Calypso, calling mini-sub 1, over. Joe, do you hear me? Do you hear me, Joe? Over. Calypso, depth 430. Joey signale maintenant 430 mètres. Je suis dans une grotte. I am in a cave. Joey coupe maintenant son moteur. La puce peut toujours remonter en larguant sa gueuse de sécurité, mais à l'intérieur d'une grotte, ce dispositif est inutilisable. Le sous-marin resterait collé au plafond. Alors, les chalands. Roger, Paul, il faut repérer Joe maintenant. Cousteau donne l'ordre aux chalands, équipés d'hydrophones directionnels, de capter les bip-bip de Joey, c'est-à-dire les signaux sonores émis par la puce, et de la localiser approximativement. La puce de secours sera immergée à l'endroit repéré. Ron, il me semble que j'ai un écho dans le 330. À vous? Oui, j'ai aussi un autre écho dans le nord. Allô, Jean-Paul, me reçois-tu à toi? Je manœuvre pour mettre la soucoupe à l'eau près de vous. Reçu. André Laban reçoit ses instructions, descendre et venir en aide à Thompson. Il est maintenant 7 heures du soir. 2 heures se sont écoulées depuis que la puce de Joey a commencé sa descente. André ne plonge pas pour retrouver un trésor englouti, un avion accidenté ou une bombe H. Mais pour nous, pour notre théorie des 2 sous-marins capables de se secourir, il est très important que cette mission de sauvetage réussisse. Le commandant Cousteau attend le rapport d'André Laban. Il y a maintenant déjà 15 minutes qu'il est parti. Je suis à 400 mètres. André arrivera bientôt à la même profondeur que Joey. Bien reçu, André, bien reçu. André essaye de localiser les bip-bip du sous-marin en panne. Il tourne sur lui-même jusqu'à ce que le signal sonore soit le plus fort. La plus grande intensité du signal indiquera la direction où se trouve Joey. Avec son compas gyroscopique, André pourra faire un relèvement et l'indiquer à Cousteau. Calypso, soucoupe 2. J'entends les bips. 2 jours. Et je vais commencer la recherche dans le 320. À vous. Bon, André, les embarcations vous ont repéré. Vous êtes probablement à 50 mètres dans l'est de la soucoupe 1.
Et voilà les traces de la puce de Joey. Allô, Calypso! Aperçu la soucoupe dans son trou. Je vais essayer de la dégager. À vous! Bien reçu! André doit manœuvrer assez près de l'autre puce pour l'atteindre, mais il lui faut éviter d'endommager son propre engin contre le plafond ou les murs de la grotte. Maintenant, il lui faut saisir avec sa pince la tuyère de l'autre sous-marin. Ce n'est pas si facile. Les petits sous-marins ne sont pas absolument stables. C'est là que va se décider le succès ou l'échec de la mission. L'accrochage a été réalisé, mais la pince peut encore glisser. Délicatement, Laban essaie de tirer hors de la grotte les 2 tonnes de la puce. Tout à coup, le sous-marin se dégage d'une secousse et part en avant. C'est gagné, il est libéré. Le voici qui revient vers la Calypso. Incontestablement, la preuve est faite que notre système de sécurité fonctionne. Il est 9 heures. 4 heures après le début de sa descente, Joey Thompson est de retour. Chaque fois que notre première soucoupe tardait à faire surface, j'étais dans l'angoisse. Désormais, je n'aurai plus d'émotion de ce genre. Ah, welcome back. Hello. Hello, gentlemen. How was it? Very good. Different. Quite different. Et maintenant, c'est André Laban qui revient à bord dans l'autre puce. Alors? Vous savez, on vous entendait à peine, hein? Oh oui, moi aussi, c'était très très faible. Et puis, des échos. Où est-ce que vous étiez? Est-ce que c'était très encaissé, le canyon? C'est pour ça, oui, j'étais au fond, dans un canyon très encaissé. C'est jour de fête à l'île Catalina. Le commandant Cousteau souhaite la bienvenue à un extraordinaire rassemblement de sous-marins miniatures. C'est le premier jamboree des incroyables machines plongeantes. Dans ce domaine, les pionniers avaient jusqu'à présent travaillé seuls. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour partager notre expérience et comparer nos techniques. Il y a encore beaucoup à apprendre, mais nous sommes tous convaincus que des engins comme les nôtres seront aussi décisifs pour l'étude des océans que les fusées pour la connaissance de l'espace. Il s'agit d'établir le programme de cette plongée profonde en groupe.
C'est une première mondiale. 7 submersibles vont y participer. Ce sont, outre les puces de la Calypso, Star 2, Deep Quest, Necton, Beaver et Daube. Now, tomorrow morning, conference at 7, launching at 8. Le lendemain matin, les 2 soucoupes de la Calypso sont mises à l'eau. Le Jamboree commence. Le Deep Quest, qui peut descendre à plus de 2000 mètres. Le Daube, qui n'a pas de hublot, mais qui est équipé de viseurs optiques et d'un circuit fermé de télévision. Le Beaver, le Star 2, dont la forme est celle d'un poisson. Et le Necton, peint en jaune, le plus petit et le plus maniable de ces sous-marins. Tous se rassemblent et sont prêts à obéir à l'ordre de plongée. All subs, attention, 5, 4, 3, 2, 1. Les spécialistes de la navigation sous-marine étaient horrifiés à l'idée de voir tous ces engins descendre ensemble et si près les uns des autres. Mais grâce aux communications par téléphone sonar, les risques étaient évités. Les sous-marins ont souvent navigué à une distance de 30 cm l'un de l'autre et il n'y a pas eu la moindre collision, pas la moindre éraflure. Necton is right behind Star 2. Over. Au cours de la descente, les engins se dispersent rapidement. Une des puces de la Calypso découvre une vieille épave que les plongeurs de Catalina n'ont jamais visitée parce qu'elle est hors de leur portée. Elle était probablement en bois et il n'en reste plus que la structure métallique. Star 2 et d'autres sous-marins s'aperçoivent tout à coup qu'ils sont entourés d'un banc de calmars. Les calmars se dirigent vers leur lieu d'accouplement situé au-dessus, dans les eaux de surface. Les sous-marins, eux aussi, remontent. Conduits par la puce numéro 2, ils pénètrent dans une forêt de grandes algues, les kelps, au milieu desquels ils vont marquer une pause. Nous sortons de l'époque romantique, qui était celle des mystères de la mer. Nous entrons dans une nouvelle ère de recherche et d'exploration. Bientôt, nous prendrons conscience que l'océan est un immense prolongement de notre monde humain, une province de notre univers. Il faudra bien sûr imaginer comment exploiter ses ressources biologiques et minières, comment contrôler son énergie. Mais il faudra aussi apprendre à protéger l'intégrité et l'équilibre de ce monde, qui est peut-être déjà moins mystérieux, mais dont le sort est lié à celui de notre génération. All subs from Calypso, all subs from Calypso. Minisub 2 is going around you to inspect your formation. Minisub 2 is going to move around you to inspect your formation. Please do not move. Please do not move. Over. Dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais eu un besoin si impérieux de connaître et de comprendre la mer. John Kennedy disait: la connaissance des océans est plus qu'une affaire de curiosité. Notre survie peut en dépendre.
La vie végétale de l'océan fournit une grande partie de l'oxygène que nous respirons. Si la mer était empoisonnée, la flore marine disparaîtrait. Notre planète manquerait vite d'oxygène et ce serait un désastre pour l'humanité. Nous devons apprendre à protéger et à aimer la mer parce que notre vie dépend d'elle. Ces engins d'exploration scientifique nous aideront à découvrir les lois des échanges océan-atmosphère et de l'équilibre du gaz carbonique dans l'air que nous respirons. Nos incroyables machines plongeantes sont l'avant-garde de techniques fantastiques dont dépend sans doute l'avenir de la civilisation. Au cours des épisodes à venir de l'Odyssée sous-marine de l'équipe Cousteau, vous aurez l'occasion d'accompagner les hommes de la Calypso dans leurs aventures extraordinaires durant ces 3 ans d'expédition autour du monde sous les 7 mers. Vous partagerez les souvenirs et les confidences du commandant Cousteau et vous comprendrez aussi que le sort même de notre vie est lié à la mer vivante.